Merci de bien accueillir avec moi, s'il vous plaît, les producteurs Nicole Paradis-Grindle et John Walker, ainsi que le scénariste et réalisateur Brad Bird. Welcome to all three of you. So great to have you here in Paris. I'll start a first question and then we'll turn to the house and let them ask their question. Je vais commencer avec une première question. C'est le fait que, en fait, dans cette histoire, on retrouve beaucoup cette notion de la famille. C'est quelque chose dont beaucoup de parents peuvent bien sûr comprendre. Donc ma question est, est-ce que c'était difficile d'équilibrer ce côté un peu dynamique famille avec le côté super-héros? So much of this story is this family dynamic, something that lots of parents can relate to, obviously. Was it difficult to balance the two sides, the adventure and the superhero side, with the family dynamic? Sure. It was a challenge, but that also makes, I think, a fun movie-going experience because the rhythms are always changing. Oui, bien sûr, c'était un défi de le faire, mais je trouve que c'est ça qui rend le film assez dynamique et sympathique, parce que c'est sympa de partir d'un côté d'un style à un autre style. Nicole? Okay, oh, you don't have. Oh, you don't have one? Well, we can share. Oh, we'll share. Yeah, that's why you can't interrupt me. I'm sorry, the question was about the balancing of the two. Well, I think you do a fantastic job of using the superhero powers to enhance what is going on with the family. I can't even remember if you've already said, but that the father is a symbol of strength, as fathers expect to be. The mother is stretched in all kinds of different directions. A teenager who is insecure and wants to keep people away has the powers of invisibility and can keep people away with her shield. And a little boy, a child has lots of energy and wants to push buttons, and then the baby is the symbol of unlimited potential. And so Jack can do all kinds of different things, and you don't know which of those powers will stay with him maybe when he grows up. Et Nicole dit aussi, ce qu'elle aimait bien, c'était justement le fait qu'ils pouvaient utiliser un peu tous ces dons qu'ils avaient, les super-héros, pour aller plus loin dans la vie réelle. Par exemple, le père, bien sûr, est toujours celui le plus fort de la famille, et comme Monsieur Incroyable. Après, la mère qui est toujours tirée dans tous les sens, un peu comme Elastigirl. Violette, un adolescent qui a vachement envie de s'effacer, etc. Donc, elle a le pouvoir d'être invisible. Flèche, après, le petit garçon, beaucoup d'énergie qui court dans tous les sens. Et puis, un bébé où il y a les pouvoirs illimités d'un petit bébé, et justement c'est ça avec lequel on s'est bien amusé en faisant ce personnage de Jack dans le film, avec le bébé qui devient plein de choses différentes. Well, the rule for The Incredibles is never do something mundane without very quickly doing something fantastic, and never do something fantastic without quickly doing something mundane. So the balance between those two things is what makes an Incredibles movie an Incredibles movie. So that's the thing we're always fine-tuning and trying to get good at. Voilà, et Johnny dit le truc qu'il cherchait le plus, c'était justement à chaque fois qu'on partait un peu dans le super-héros, il fallait tout de suite revenir au normal. Et à chaque fois qu'on partait dans les côtés un peu normaux, il fallait tout de suite revenir dans l'autre sens vers ce côté super-héros. Donc c'était cet équilibre qu'on voulait vraiment avoir, comme dans le premier film et dans ce film-là. Alors vous avez des questions? Oui, bonjour. Je voulais savoir, nous sommes aujourd'hui à une ère où on est abreuvé de films de super-héros. Je voulais savoir si du coup ça avait influencé votre travail sur le film. We're in an era of so many superhero movies. What kind of effect did that have on working on this movie? Well, I think it dampened my enthusiasm a little. Ça a un peu cassé mon enthousiasme, il dit Brad. Because you have to make these films, it takes years to make them, and I felt a few years ago that there were already too many superhero films, and we were going to show up after everyone was finally sick of them and say, anyone for a superhero movie? So that bothered me for probably like an hour. And then I realized that really why I was interested in the idea in the first place was more about using the superhero genre to comment on the roles of in a family.
Voilà, donc effectivement, pendant des années, vous savez bien, quand on fait un film d'animation, il faut des années pour le faire. Et donc, il y a plusieurs années, je me suis dit, on va faire ce film, et puis ça va sortir après tous ces autres films de super-héros, et tout le monde va faire, il y en a trop. Et donc, ça m'a travaillé pour à peu près 1 heure, et après, je me suis dit, bon, écoute, c'est pas grave, je vais avancer, parce que pour moi, ce qui m'a plu le plus dans ce film, c'est vraiment cette notion, comme on disait tout à l'heure, le genre, en fait, pas juste de super-héros, mais le genre de famille. C'est vraiment, pour moi, un film sur la famille, et c'est ça qui m'intriguait, et c'est pour ça que je voulais le faire. Yes, ici? À une époque où la plupart des gros blockbusters sont réalisés de façon standardisée, est-ce que Brad Bird peut parler de sa mise en scène qui évoque vraiment le cinéma d'auteur? Oh, okay. So you're saying with superhero movies, which are so standardized, so formulaic, it seems like your film is more like a real director's movie. What did you do to try to get it to that point in the story? He's a real director. What was the last part of the question? How did you make it comme un film d'auteur? Vous vouliez pas avoir le scénario et J'ai tout parlé un peu ça? de sa mise en scène Voilà, aussi, pourquoi and- ça ressemble pas à Yeah. Dunkirk. Why is your movie so unformulaic, so unlike those other standardized superhero Well, movies? I'm still adjusting to the compliments. It'll probably be hard to live with tonight. Je vais voir les grosses têtes ce soir, donc merci pour le compliment. I think that Pixar is an extraordinary company because it appreciates the differences between filmmakers, and it doesn't view that as a problem, but something to be celebrated. I think Pete Docter's films are different than my films, and Andrew's films, and John's films, and Lee's films, and I think we're gonna the strength of the studios that has a lot of different kinds of voices. I mean, the short that is played with our film, Bao, is by a new director who I think has a very separate voice that's really wonderful, and I'm just happy that the studio seems to celebrate the differences in storytellers. Donc il dit ce que j'adore chez Pixar, en fait, c'est une société qui vraiment apprécie la différence dans les voix différentes des réalisateurs. Donc vous connaissez tous les réalisateurs différents de tous les films Pixar, et chacun a sa propre voix, et c'est là où on retrouve la force du studio Pixar. Par exemple, le court-métrage Bao qui est montré au début du film, ça c'est par un jeune nouveau réalisateur qui a son propre voix, et j'adore pouvoir travailler avec un studio qui nous donne tous un peu ces voix-là et cette opportunité d'être différents. Alors, on a appris récemment que John Lasseter allait quitter Disney Pixar en fin d'année. Je voulais savoir comment ils ont pris la nouvelle et quelle part a John Lasseter dans la série Indestructible 1 et 2. Okay. So he learned that John Lasseter is leaving Pixar at the end of the year. He's wondering what you all felt about that when you heard that, and the influence that he had on The Incredibles. Well, he was very involved in the story process of this film, and he's a very good story mind. So we benefited from his talents on this film. And on the first film, Disney didn't really want to make it, and he kind of flung his body between our film and the executive, who didn't last very long at Disney, to be truthful. But it allowed us a chance to make it, and so it would not. This project would not have been made at Disney if it hadn't been for John. Voilà. Donc ces projets, il faut le dire, n'auraient jamais vu le jour si ce n'était pas pour John Lasseter. Au début, c'était lui qui était vraiment, il faisait beaucoup partie de la création de l'histoire. Et c'est vraiment quelqu'un qui a des super histoires, des super scénarios, donc il nous a beaucoup influencé là-dessus. Et au début, il faut savoir que Disney ne voulait pas faire Les Indestructibles. Et John, il a vraiment jeté son corps, si vous voulez, c'est l'expression qu'utilise Brad, entre nous, notre petit film qui était en création, et le studio Disney, contre un exécutif qui voulait absolument pas faire ce film. Par ailleurs, cet exécutif qui a bientôt quitté Disney. Yeah, did you want to add something? Just that, we owe a huge debt of gratitude to John for founding this studio and his influence over the 20 films that have been made since the beginning. But at the same time, there are a number of directors who are now at the full force of their powers. Pete Docter, Lee Unkrich, Andrew Stanton is still involved with the studio, as well as many newer up-and-coming directors who, many of whom right now are developing their own original films. So I think it's still very exciting for the studio. I think that there's a bright future in all that potential, including Domi Shi,
the director of Bao, she is developing a feature as well, and we're very excited to have a woman director doing that. Donc Nicole dit beaucoup de reconnaissance en fait vers John d'avoir créé le studio Pixar qui depuis a fait 20 films comme vous le savez bien avec tous les réalisateurs différents, Pete Docter, Leon Creed, Andrew Stanton et même la réalisatrice de Bao, Dom Lishi est en train de développer son propre long métrage donc on est vraiment ravis qu'elle va pouvoir, une femme en fait réalisatrice va pouvoir réaliser ce film. Une autre question? Oui. Qui a le micro? Dans Les Indestructibles 2, on peut voir que Usher fait un caméo. J'aurais aimé savoir comment s'était passée cette collaboration et pourquoi est-ce qu'il fait une apparition. Avec qui? Avec Usher. Avec Usher, okay. Usher apparently has a little cameo in the movie? Yes. Okay. Yes, Voilà, he parlez-nous de does. ça. Alors, comment ça s'est passé? How did it happen that you got him on board? And tell us about that collaboration, John. He kept contacting us, and his agents kept contacting us. But he was such a big fan of The Incredibles, he wanted to be in it, and we didn't really have a large part for him. And We didn't thought- have an Usher-sized We part. didn't have an undersized part. So we finally said, well, we've got this, you know, if you want to do it. He said, absolutely, absolutely. Yeah, he said it was on his bucket list. Apparemment, c'est Usher qui a dit que c'était sur son bucket list, ça veut dire son liste de rêves, c'était de faire partie d'un film des Indestructibles. C'est un grand fan et il a appelé, son agent a appelé, en fait tout le monde a appelé. Ils ont dit, bon écoute, on n'a pas vraiment un rôle à la taille de vous, de Usher, mais on a quand même cette petite apparition et c'est ça qu'il a pris et ça s'est très bien passé. Yeah, and he made something of the part. It was kind of a basic part, and he played with it. And once I saw him playing with it, I started playing with him, and he came up with the idea of the guy blowing his big moment with Frozone, you know. So it was fun. And when we were done, he said, "Is that it? Is it? You know, you happy?" And I said, "Yeah." And he goes, "I'm in an Incredibles movie!" C'est mignon comme tout. En fait, Bradley nous dit, en fait, Usher, il était impliqué d'un point de vue créatif et c'est même lui qui a eu le moment de jouer un peu comme le fan qui rate son moment clé avec son héros Frozone et tout. Ça venait carrément de l'idée de Usher. Et à la fin, vous avez compris ce qu'il a fait à la fin de cette séance. Il a dit, ouais, je suis dans un film des Indestructibles. Donc ça l'a beaucoup marqué. Another question? Yeah, ici. Dans Indestructible 2, on voit plusieurs fois des immeubles tomber et même un pont entier tomber. Est-ce que ce sont ces images qui vous ont donné l'idée d'adapter un livre sur 1906, le tremblement de terre de San Francisco, pour votre prochain film? She's saying in this movie we see lots of buildings fall, we see a bridge collapse. Does that have anything to do with your idea now to develop into a feature film, a film about the San Francisco earthquake? Yeah, a little dress rehearsal maybe. Une répétition si vous voulez. Yeah, no, I still hope to make that film. It's a really complicated project though, and that time in that place in America is very unique, and I'm intrigued by it, but I also don't want to blow another several years of my life not doing it, you know, so we'll see how it goes. Voilà. Donc c'est toujours un peu un point d'interrogation. En fait, j'espère faire ce film. C'est vrai, c'était un moment très unique et un endroit très unique dans l'histoire des États-Unis. Mais aussi, je suis très consciente du fait qu'il faut beaucoup de temps pour préparer ce genre de film. Et je suis pas sûre que je vais gâcher plusieurs années de ma vie sur ce sujet-là pour l'instant. Ici, qui a le microphone? Bonjour. C'est où? Ah ouais. J'ai vu que vous aviez eu beaucoup d'idées pour le premier Indestructible qui n'ont jamais abouti alors qu'elles étaient très bonnes et que vous aviez l'air très enthousiaste. Est-ce que certaines de ces idées, du coup, sont venues dans la suite? Okay. So she heard that there were a lot of ideas that you weren't able to use in the first Incredibles. Did any of those make it into this second one? And if so, which ones? Oh yeah. I think first and foremost was the raccoon fight with Jack Jack. A wonderful artist who worked on the first film named Teddy Newton had this idea during the first film, and it cracked me up so much. It was so wrong. It's the wrong thing to do in a movie, and that's why it was so attractive. So that was probably first and foremost. Otherwise, originally I had designed the Jack Jack and the babysitter Kari part as a way, kind of a safety valve, that if the plot started to lose steam or get too complicated, I could always cut back to
the babysitter and Jack Jack. And when we fleshed out the story, there was so much momentum in the story that there was never a good reason to cut away from the main story. So I ended up doing the Kari and babysitter and Jack Jack as a little short for the Blu-ray. But I always knew that the family didn't know what the audience knew, which is that Jack Jack had multiple powers, and that was kind of an unexploded bomb that I knew we could use in this movie. Ok, donc la première chose c'était en fait le scène de bataille avec le raton laveur et Jack Jack. En fait c'était une idée de Teddy Newton qui venait du premier film, mais c'était tellement bizarre et à côté de la plaque on l'adorait cette idée, on trouvait ça tellement sympa comme idée, mais en fait on n'a pas vraiment trouvé le moment pour le mettre dans le film, donc du coup on l'a mis dans le deuxième. Et puis deuxièmement, toute la séquence avec Jack Jack et la babysitter, en fait on avait un peu préparé ça pour le premier film et on voulait l'insérer à un moment où le film commençait à baisser un petit peu pour remonter un peu le compte si vous voulez, mais comme le film était très très bien niveau énergie, on n'a jamais trouvé le moment de mettre cette séquence et donc du coup j'ai fait un petit court-métrage de ça que j'avais projeté sur la sortie du Blu-ray. Et en fait, on aimait bien cette idée que la famille, avec vous, le public, savait ce que la famille ne savait pas, à savoir que Jack Jack avait justement plein de pouvoirs différents. Donc, on a adoré cette idée, on voulait absolument y aller là-dedans. Une autre question, please. Hi, thank you for being here in Paris. I'd like to know if it was hard for you guys to have the first one in mind and the expectation of people to outdo yourself for the second installment. And do you have a third installment in mind? And do we have to wait another 14 years for it? You have to wait 17 years. Do you want to Voilà, juste la traduction pour la question en fait, donc est-ce que c'était difficile de faire ce deuxième film en connaissant le gros succès du premier film, et puis est-ce qu'il faut attendre 14 ans pour un troisième? Et Brad nous disait non, il faut attendre 17 ans. Sure. Anytime people enjoy a movie, this kind of weird thing happens, and you know, I try not to pay attention to the internet, but every once in a while I break down and make the mistake of looking at it. And there's almost this attitude of, I like the first film, you better not disappoint me. And that doesn't exactly get the creative juices flowing. Sure, it can be an inhibiting thing. I think that if something works, the first tendency, which is just anyone who wants to please people, you think, I have to do a sequence where this happens, and I have to do a sequence where that happens. And I think if you start thinking about it that way, then it becomes kind of tedious. It becomes a checklist. And I try to dispense with that and just say, I'm in a movie theater, what would I like to see up on that screen? And that makes it more simple and better. Donc, en fait, il dit oui, effectivement, quand les gens aiment un film, il y a quelque chose d'assez bizarre qui se passe sur l'Internet, comme vous pouvez imaginer. Et Brady nous dit il essaie d'éviter d'aller voir ce qu'il est sur l'Internet, mais parfois il y va. Et il lit parfois les gens qui ont une attitude du style « Ah oui, le premier était génial, il ne faut pas me décevoir avec le deuxième. » Et donc, du coup, c'est dur pour la créativité, comme vous pouvez imaginer. Donc, aussi, parfois, on pense si quelque chose a bien marché dans le premier film, il faut faire exactement pareil ou un peu dans le même genre pour le deuxième film. Et en fait, ça aussi, ça devient un peu comme un liste où il faut dire, bon, 1, séquence 2, séquence 3. Et moi, j'aime pas du tout ça. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est de juste m'imaginer dans la salle de cinéma à regarder le grand écran en me disant, qu'est-ce que moi j'aimerais voir? Et c'est comme ça que je commence à avoir mes idées. And just for the third one, John, maybe, would there be a third one? Bon, le troisième film? I don't know. Okay. No, we don't know. We're not thinking about it. We got to open this one first. You know, On ne sait pas pour l'instant. Il faut juste qu'on ouvre celui-ci et on voit comment ça marche. On verra. Yeah, try going down to the local maternity ward and telling all the women that have just had 16 hours of childbirth if they're up for a new kid. and they haven't even seen the first one. Brady nous dit, c'est comme si vous allez dans la maternité à une dame qui vient de faire 16 heures d'accouchement et vous dit, allez, le prochain, c'est pour quand? Et voilà, même si vous l'avez même pas vu le premier bébé. Donc on n'est pas encore là. Une autre question? Oui. Est-ce que le look du film, qui ressemble un peu aux années 70, à la fois dans
dans sa forme, mais aussi ses références aux séries, aux dessins animés d'Hanna-Barbera. Est-ce que c'est une volonté un peu nostalgique de leur part? Is the look of the film that kind of 1970s look? 60s. Okay, well, lui dit 60, lui dit plutôt 60, voilà. But The it's 60s were cool, the 70s were ugly. Ah, les années 60 cool, les années 70 moche. But he says it's got almost a Hanna-Barbera look to it a little bit. Was there sort of nostalgia reference there? I don't know. I think it goes back to when I was a kid, and I sort of, that's where I sort of see superheroes, just for me. Superheroes were not very well done in movies and television when I was a kid. So when I was thinking of villains and over-the-top villains with great evil plans and cool gadgets and all that stuff, I tended to think of spy movies. I didn't think of superhero movies. So they became my superheroes because they had villains with names like Dr. No and Goldfinger, and they seemed like comic book villains, and they were well done, whereas the Batman that was around when I was a kid and the Superman that was around were not the highest quality production values. But there was Johnny Quest. Johnny Quest, now that's a whole different matter. That's everything a young boy needs in entertainment. Ok, donc Brad il me disait en fait, quand moi j'étais gamin, les films de super-héros n'étaient pas vraiment bien faits pour parler franchement. Quand j'ai regardé des séries télé, des films, etc., ils n'étaient pas top. Les méchants étaient un peu pas top. Donc pour moi, j'ai beaucoup réfléchi sur les films d'espions. Parce que là, je me suis dit, là, on avait des vrais méchants, comme dans Dr. No ou Goldfinger et tout ça. Et ça, pour moi, c'était vraiment les vrais méchants et j'ai adoré cette idée. Donc je suis partie un peu comme si ces films-là étaient des BD, ce serait comment, et je suis partie de ça. Parce que pour moi, les méchants qu'il y avait dans Batman et tout ce que j'ai vu quand j'étais petit, c'était pas vraiment ça. Et puis Nicole ajoute, Johnny Quest, par contre, là, c'était vraiment quelque chose de sympa. Ok, ici. Je voulais savoir, Samuel L. Jackson joue Frozone et il est également Nick Fury dans le Marvel Studio. Est-ce qu'il aurait pu avoir une sorte de caméo dans ce film, une rencontre entre les deux? Et je voulais savoir aussi, maintenant que vous avez fait un film de super-héros en film d'animation, est-ce que vous pourriez un jour en faire en live et pourquoi pas avec Marvel? C'est comme il s'appelle son nom de Samuel Jackson? Pas Frozone? Dick Fury. Nick Fury. So the question's on Samuel L. Jackson. First of all, I'm wondering if you could have done some sort of Nick Fury Frozone meetup in The Incredibles. Well, you get that with Sam anyway. Voilà, mais Sam c'est un peu ça déjà, donc voilà. And would you ever think of doing a live-action superhero movie? I've been offered a few, and several of them became big without me, so it was probably good that I didn't do them. I felt like if I was going to do a superhero movie, I have my own superheroes, and I like them just fine. So this is that movie. Ok, voilà. Donc en fait, c'est vrai, on m'a proposé déjà plusieurs films de faire comme ça, des live-action super-héros qui ont bien cartonné sans moi. Donc je me suis dit, bon, c'était peut-être une bonne chose que je ne les ai pas fait. Et je me suis dit, j'ai mes propres super-héros. C'est ça, c'est des indestructibles. Donc pour moi, ça me suffit comme ça. Une autre question? Oui. Première chose avant tout, j'aimerais dire que vous êtes un incredible directeur. Ma question porte sur une scène particulière dans Les Indestructibles 2, la séquence où Elastigirl essaie d'identifier l'endroit où se cache l'hypnotiseur. Et pendant cette séquence-là, on entend l'hypnotiseur qui a un discours assez engagé, voire politique, sur la dénonciation du consumérisme, de l'addiction aux écrans. Le problème, c'est que c'est l'ennemi du film, le méchant du film. Donc, est-ce que vous souscrivez ou pas à ce discours? Ah, okay. So he's got a question about a specific scene in the movie. It's when Elastigirl's trying to track down Screenslaver, and there's this kind of political discussion about consumerism and too much screen time and all that. Kind of a one-sided discussion. Yeah, voilà, c'est un peu un discours à côté, voilà. It's like he's giving this speech, if you like. And his question is like, what's the point you're trying to make there, given that Screenslaver is the bad guy?
Well, I mean, you can get really meta with it and say it's a movie, you're looking at a screen, so it's kind of commenting on itself in a weird way too. Well, I mean, I think that villains are best when they have a point of view, and that point of view should make sense, even if what they're doing with it is not right. I like it when villains make a certain amount of sense. And I mean, they don't know they're villains, they think they're doing the right thing. So, you know, I don't know. Do you have anything to add? Well, I think they're more effective when they're sympathetic, actually. They're more interesting, because I agree, a villain who just wants to destroy the world, I don't know, because it's like, we've seen a bunch of those. Yeah. Ok, voilà. Donc en fait, pour moi, Brad lui dit, les meilleurs méchants sont ceux qui ont vraiment un vrai point de vue, et même si c'est quelque chose de logique, même si leurs actions sont mauvaises, sont méchants à la fois. Je trouve qu'ils sont plus crédibles comme ça. Et puis Nicolas ajoutait en disant effectivement, ils sont beaucoup plus, ça marche mieux un méchant s'il est un peu, pas sympathique, c'est le mauvais mot, mais qu'on peut comprendre d'où il vient, son point de vue. Et voilà, Brad avait dit tout au début, si vous voulez être vachement méta, en fait, si vous comprenez l'expression méta, en fait, vous pouvez vous dire, vous êtes en train de dire ça en regardant un film à l'écran. Donc en fait, c'est un peu le bouclé-bouclé. Une autre question? Voilà. Quand le premier Indestructible est sorti, il y a eu beaucoup de l'animation CGI et il fallait encore explorer beaucoup de choses et vous avez eu de nombreux défis à relever, que ce soit au niveau des humains, de la peau, des cheveux, des explosions. Et je voulais savoir quelle est la différence, je veux dire, entre un film comme Les Indestructibles 2 en 2018, quels sont les nouveaux défis à relever encore en termes d'animation que vous avez eu là en faisant la production du film. Okay. So the question was, when the first Incredibles came out, there were a lot of challenges in how you animated the hair and skin and that sort of thing. What were the new challenges for this? Oh yeah, voilà pour le premier film. Was it like that for this film? And were there any new challenges? Oh, sure, there are new challenges all the time, but we were on the edge of failure the whole time we were making the first movie, because it was, no one was doing it well, and Pixar wasn't doing it well either, and had suddenly this laundry list of things that we had to figure out. So everything is the equipment is much better. The artistry of the crew is more experienced, and there's new talent from all over the world that are in Pixar now. But I think the Paramount challenge, which is true if you're making a $2,000 movie or a $200 million movie, is the story and the characters, and that's really the best special effect and the hardest to get right. D'accord. Donc Brad lui disait qu'en fait avec les premiers films, on se sentait qu'on était vraiment jusqu'au bout de l'échec à chaque fois, parce que personne dans le monde de l'animation faisait bien ce qu'on essayait de faire, même pas Pixar. Il y avait tellement de choses à comprendre. Et aujourd'hui, on a la chance parce que les équipes sont un peu, en fait, le matériel est mieux, les équipes sont mieux, on a beaucoup plus d'expérience dans le domaine de l'animation, on a des gens qui viennent de autour du monde avec qui travaillent pour Pixar maintenant. Mais pour moi, vraiment, le plus grand challenge, si c'est un petit film de $2 000 ou un énorme film de $200 millions, c'est vraiment l'histoire, ce qui se passe avec les personnages et tout. Et je dis toujours, c'est les personnages les meilleurs effets spéciaux, et j'y crois toujours, et c'est ça qui est vraiment le plus important pour nous. Je suis désolée, just one more question. Right here. Alors, Brad, vous êtes aussi le doubleur de Edna Mood. Et en fait, pour le plaisir, je voulais juste que vous me fassiez une réplique du film avec la voix d'Edna Mood. Oh, je pense qu'il n'a pas trop envie de le faire, hein, mais je vais lui poser la question quand même. He wants to know if you would say a little something in Edna. Oh, no, I'm not the French Edna. Non, je That's suis pas someone l'Edna else. française, voilà. C'est quelqu'un d'autre. Edna's not very cooperative. Voilà. Très sympathique, Edna. Allez, on va faire un dernier. She doesn't take direction well. Voilà. She gives direction excellently. Yeah. Elle écoute, voilà, elle donne bien les directives, mais elle écoute pas très bien les directives. Ok, on va faire une vraie dernière question. One last question? On parlait du coup tout à l'heure du fait que vous aimiez beaucoup les méchants qui ont une bonne motivation. Donc entre Syndrome et avec lequel vous iriez plus, dans quel sens vous iriez plus en fait? C'est-à-dire, en fait, lesquels vous préférez? Voilà, c'est ça. Okay, lesquels vous seriez plus d'accord? Okay, you were talking before about the bad guys having a reason, raison d'être. If you had to choose between Syndrome and what would you choose?
Well, I'm not acknowledging thing. First of all, I don't think we want to say any of that. We don't want to spoil any surprises, so if you'll just please scratch that from all of your memories. You know, I think we spend a little more time with Syndrome in the first movie than we do with Screenslaver. So maybe Syndrome, but I think Screenslaver has some game. Voilà, donc bien sûr il dit qu'il faut absolument pas citer le nom comme on l'a cité tout à l'heure de la personne qui est en fait l'hypnotiseur, mais si on va décider entre les deux, je dirais que Syndrome il a un peu plus de punch, je dirais. Donc à choisir, j'y vais plutôt avec lui. Et voilà, thank you so much, merci beaucoup à vous tous.